Donc, bienvenue à cet autre cours d'INF 130. Aujourd'hui, on va regarder une dernière fonctionnalité par rapport au sous-programme, qui est la portée des sous-programmes. Donc, on va aller regarder quand est-ce que je peux commencer à aller utiliser des sous-programmes, qu'est-ce que je peux faire pour limiter l'utilisation de sous-programmes, puis après ça, on va regarder le principe de portée des paramètres. Fait qu'on va aller voir comment est-ce qu'on peut utiliser puis briser un peu les règles qu'on a établies en fait la semaine passée. Fait qu'on va commencer avec un petit rappel sur le principe des variables qu'on avait vu auparavant. Donc la semaine passée, on s'était tourné vers la durée de vie des variables. Puis on s'était dit que les variables, quand on les utilise, ils n'existent que pour le sous-programme dans lequel ils ont été déclarés. Puis à la fin de l'exécution du sous-programme, ces variables-là disparaissent, n'existent plus et ne sont plus disponibles. Donc on avait fait un petit exemple. Donc ici, on commence ici, puis on y va avec notre ami l'option explicite écrit correctement. Fait que si je me déclare une petite variable à l'intérieur ici, on lui assigne quelque chose. Maxime, tu as une question? Ouais, c'est quoi que ça fait déjà, option explicite? Ouais. En fait, je vais te le démontrer à l'instant même à la fin de ce test-là. Mais en gros, pour se rendre la vie facile, la règle, c'est que tu le mets au début de chacun de tes modules. Mais je vais te montrer qu'est-ce que ça fait quand tu l'as pas. Donc Okay, ici, on va se faire un exec durée. Donc, si j'ai le code suivant, puis mettons juste pour bien démontrer les choses. Donc, je me suis fait un petit premier sous-programme, une procédure qui déclare une variable x, assigne la valeur 34 à cette variable-là, puis je me suis fait un deuxième sous-programme qui invoque, qui appelle le premier sous-programme, puis après ça, qui essaye d'afficher la valeur de x. Avec qu'est-ce qu'on sait? On reconnaît maintenant que quand je vais essayer d'exécuter le exec durée, ça ne marchera pas. Puis ça me dit que la variable n'a pas été définie, puis ça me sélectionne le x, parce que durant mon exec durée, cette variable-là n'existe pas, ou en fait n'existe pas. Donc même si j'ai appelé le test durée, que ça a été faire toutes les instructions qui étaient ici, quand ça a fini ce sous-programme-là, tout ce qu'il connaissait a été détruit. Donc quand je suis revenu dans mon exec durée, x n'existait plus, donc quand vient le temps d'essayer d'afficher x, ça ne marche pas. Pour répondre à la question de Maxime, le but de option explicite, si je ne le mets pas, puis que je refais le même test, je peux voir que ça fonctionne, ça ne me donne pas d'erreur, mais ça l'affiche quelque chose de vide. Donc ici, qu'est-ce qui se passe, c'est que sans l'option explicite, quand j'essaye d'utiliser une variable qui n'a pas encore été déclarée, ça va automatiquement la créer de toute pièce, puis ça va essayer de faire du mieux que ça peut. Donc, c'est hautement problématique de laisser ça comme ça parce que si on fait une erreur, mettons, d'orthographe ou de syntaxe, ça va juste créer une nouvelle variable à la place de dire « Hey, t'as pas donné le bon nom de variable, il y a quelque chose qui marche pas. » Puis non seulement ça, on peut voir ici que j'aurais pensé que, ok, ben x, pourquoi ça affiche pas 34? Ben c'est parce que c'est même pas le même x qui est invoqué ici. Si j'avais utilisé l'option explicite, ça m'aurait démontré cette information-là. Donc, c'est pour ça qu'on utilise l'option explicite all day, every day. Donc, au début de chacun de nos modules pour être capable de représenter cette information-là. Fait que ça, c'est ce qu'on avait vu comme principe la semaine passée. Pour voir qu'est-ce qu'on a de plus cette semaine, on va commencer à parler de portée. Donc, oui. Ouais, moi j'ai une question là. Mm-hmm. Alors, lorsqu'on crée un module, on le crée en commençant par sub, ensuite le nom du module, c'est ça? Ben, ici, Et là, c'est un ouais. sous-programme. Quand Oui, je c'est crée ça. un autre module, c'est l'élément qui est à gauche ici, là.
Donc, le module, c'est la chose qui contient les sous-programmes. Justement, mais lorsqu'on fait un module, on commence par sub. Le sous-programme également par sub. Donc, j'arrive pas à faire la distinction là. Eh ben, ici, le module, Oui, il n'y a pas de texte, littéralement. ok. Là, tu sais. Pense au module comme étant un fichier texte que tu mets des sous-programmes à l'intérieur. D'accord, ok. OK? Fait que ici, dans le module 1, j'ai créé deux sous-programmes, un qui s'appelle test durée, puis un qui s'appelle exec durée. Ok, alors, ok, je vois. Donc, OK? du coup, là, lorsqu'on fait insert module, Mhm. là, on a ouvert directement un module. Et voilà. Fait que Et ici, je vais en faire un deuxième, mettons. voilà, Puis je peux voir que j'ai un deuxième module, c'est un comme un deuxième deuxième module. fichier texte dans Ok, lequel je peux aller écrire des choses. ok. Donc, c'est à l'intérieur, même les sous-programmes qui commencent par sub et les fonctions qui commencent par function. Exact, exact. Super, ok. Parfait. Fait que, on revient aux affaires, ça tombe bien, il fallait justement créer un deuxième module pour voir le principe de portée. Donc, quand on parle de portée, c'est qui peut utiliser l'élément. Donc, par exemple, on a déjà eu ce principe de portée-là par rapport à la durée de vie des variables. Si je regarde la déclaration de la variable, donc avec le mot-clé dim, la portée de la variable est à l'intérieur du sous-programme courant. Si j'essaie de l'utiliser à l'extérieur de ça, ça ne marchera pas. On va voir qu'on peut limiter la portée si on veut. Donc ici, on va aller faire un autre petit exemple. Mettons, on change notre affaire, puis on fait ici un call message box de X. Puis ici, on va juste dire fin du programme. OK? Fait que quand je vais exécuter mon exec durée, il devrait afficher le 34, puis après ça, il devrait afficher le fin du programme. OK? Donc si j'essaie ça, je pèse sur F5. Donc j'ai le 34 suivi de la fin du programme. Excellent, tout va bien. Là, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? C'est essayer d'appeler ce même sous-programme-là, test durée, mais à l'intérieur d'un autre module. Fait qu'on va aller ici dans mon deuxième module, mon module 2. Donc je suis maintenant dans mon module 2. Je peux voir ici en haut que je suis dans module 2. On débute notre module toujours par notre bon vieil ami. Allô, clavier? Allô? T'es-tu correct, clavier? Non, t'es pas correct? Ouh, t'as eu de la misère? OK. Notre ami, le option explicite. Puis à l'intérieur, on va se faire une autre procédure qui va tester la portée. Fait que dans celui-là, on va appeler notre test durée. Donc ici, on essaie d'appeler un sous-programme qui existe à l'intérieur d'un autre module. Puis on va voir si ça fonctionne. Je pèse sur F5. Je peux voir que ça l'affiche mon 34. Ça veut dire que je suis capable d'invoquer des sous-programmes qui existent dans d'autres modules. Donc quand des éléments sont disponibles partout, okay, donc d'un module à un autre, on dit que la portée est publique. Si on veut limiter la portée, on peut rajouter un mot-clé à notre sous-programme. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici. Puis, avant le nom du sous-programme, avant la description du sous-programme, c'est le sub ou le function, je peux rajouter un mot-clé qui va décider de la portée. Donc, si je mets rien, c'est que c'est public. Okay? Je pourrais marquer public, ça fait la même chose. Okay? Mais si je veux limiter l'utilisation de ce sous-programme-là, je peux utiliser le mot-clé private. Donc à la scène, il demande si c'est public par défaut, c'est exactement ça. Si tu marques rien, c'est la même chose que si tu avais marqué public. Donc avec le mot-clé private, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Fait que premièrement, je vais essayer d'exécuter mon exec durée en premier. Donc lui, tout se passe à l'intérieur du même module. Okay? Donc j'appelle test durée qui existe dans le même module. Puis après ça, j'affiche un autre message. Fait que je peux voir, j'ai mon 34, j'ai ma fin de programme. Tout semble beau et sous contrôle.
Si je retourne dans mon module 2, ici, je vais essayer d'exécuter ma preuve portée qui va appeler test durée, mais on se souvient, test durée, on vient de le mettre privé. Donc peut-être qu'ici, quand je vais essayer, oh, c'est maintenant non fonctionnel. Donc on ne peut plus utiliser test durée à l'extérieur du module. Donc quand on travaille avec les portées de mes sous-programmes, par défaut c'est public, mais si je veux limiter l'utilisation du sous-programme, je vais utiliser le mot-clé private. Pourquoi est-ce que je voudrais limiter l'utilisation d'un sous-programme? Bien, habituellement, c'est parce qu'on va essayer de limiter en tant que quand tu es un concepteur de logiciel, tu essaies de limiter le nombre de sous-programmes utiles à tout le monde à un minimum. Le but ici, c'est que si tu as trop de fonctions, ça devient un petit peu trop lourd, puis tu ne sais pas quelles fonctions utiliser, puis quelles fonctions ou procédures qui sont disponibles. Donc, en limitant le nombre de sous-programmes publics, ça fait en sorte que ton code est plus lisible. Donc, c'est possible qu'on vous dise, mais ce sous-programme-là en portée privée. Puis, qu'est-ce que ça implique? C'est de rajouter le mot-clé private avant la syntaxe habituelle de sous-programme. Donc, avant de mettre ton sub ou ton function. En passant, c'est aussi possible de faire ça pour des variables. OK? Donc, on a la possibilité d'écrire quelque chose comme public y as integer. Je reviens à toi, Adam, juste un instant. Puis, qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est que la variable va être disponible pour tous les sous-programmes. Là, je vous montre ça juste pour vous dire que vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc, le principe ici, c'est que c'est extrêmement difficile à trouver quand il y a des problèmes avec ce qu'on appelle des variables globales, qui sont globales à tous les sous-programmes. Donc, à moins d'être explicitement mentionnés dans l'énoncé, ces éléments-là seront interdits dans tous les travaux que vous allez faire. Oui, Adam? Oui, ici, dans deux modules différents, par exemple, on a des fonctions qui ont le même nom. Mm-hmm. Comment on fait pour appeler la bonne fonction? Est-ce que ça va nous demander quel module Ouais. Fait que ici, excellente question. Si je me fais ici un autre test durée, fait que je copie celle-là, j'arrive ici, je copie celle-là. Donc, mettons, celui-là, on va le mettre à 72, juste pour voir lequel qui est appelé. Donc, quand je vais essayer d'exécuter test durée, on va voir qu'il y a une priorité sur celui qui est dans le même module. OK? Donc, priorité sur l'élément local. Là, question Bonnie. Qu'est-ce qui arrive si j'ai un troisième module puis dans lui, j'appelle test durée. Fait que là, ici, j'ai test durée dans mon module 1, j'ai test durée dans mon module 2, puis là, de mon module 3, j'essaie de l'appeler aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Ben là, ça va me dire, oh, là, je sais pas lequel prendre. Donc ici, je peux voir ambiguous name detected, donc non ambigu détecté, test durée, je sais pas lequel prendre. Pour être capable de l'utiliser correctement, puis d'utiliser celui que tu veux, ce que tu peux faire, c'est faire préfixer le nom du sous-programme par le nom du module suivi d'un point. Fait que je peux écrire module 1, point, test durée, puis là, ça va exécuter le premier. Puis si je fais module 2, test durée, ça l'exécute le deuxième. Donc, je pense que ça fait le tour de ta question, Adam. Oui, merci beaucoup. OK, fait que ça, c'est qu'est-ce qu'on avait par rapport à la portée des éléments. Prochain sujet de la journée, ça va être le principe de passage par référence. Donc, jusqu'à présent, quand on utilisait des paramètres d'entrée à nos différents sous-programmes. Donc ici, on va dire
Donc, on avait le mot-clé byval. On avait le type. Puis, on était capable de faire des choses comme ça. Quand on voulait l'utiliser, on pouvait envoyer une valeur quelconque. Puis, mettons ici, je peux dire... on va faire au long. Donc, si on se souvient du principe de passage par valeur qu'on avait vu la semaine passée, quand je vais exécuter, bon, ici on l'appellera plus test d'ambiguïté, on va l'appeler test passage. Donc, quand je vais exécuter mon test passage, je vais avoir ma variable x qui est déclarée à l'intérieur de ce sous-programme-là. J'assigne 56, j'envoie la valeur qu'il y a dans x. Donc, j'envoie pas x, j'envoie 56. Puis 56 est assigné à un deuxième x qui est celui-là de mon autre sous-programme. Donc, même si je modifie le x ici, le premier x va rester inchangé. Donc, on peut voir ça. Donc, quand je vais exécuter ça, je vais avoir le premier qui est le double de x, mais quand je fais le deuxième call message box, ça me redonne ma première valeur. Donc, ça va afficher celui-là en premier, puis ensuite, ça va afficher ce message box-là en démontrant que le X de test passage n'a pas été modifié. Pourquoi? Parce que quand je l'envoie dans un sous-programme, ce que j'envoie, c'est la valeur, pas la variable. Ben, on a une manière d'envoyer la variable. Donc, on va regarder ici le principe du passage par référence. Donc, à la place d'utiliser le byref, on va utiliser, à l'inverse, à la place d'utiliser le byval, on va utiliser le mot-clé byref. Donc, à la place d'être par valeur, ça va être par référence. Ici, si j'essaye la même chose, et on va agrandir ça un petit peu. T'es capable, merci. Et à la place de faire passage par valeur, on va faire passage par référence. Donc, même code que le passage par valeur, la seule modification, c'est que j'ai changé le mot-clé byval par byref. Donc, avec ça, ça me permet de dire, à la place d'envoyer justement la valeur, je vais envoyer littéralement la variable. Donc, je te donne x dans toute sa beauté. Tu peux faire ce que tu veux avec, puis n'importe quelle modification que tu vas faire va rester. Donc, quand j'exécute celui-là, le premier message box qui se passe à l'intérieur de passage par référence, on savait que c'est 112, mais en sortant de là, la modification a resté. Donc ici, quand je fais un passage par référence, je suis obligé d'envoyer une variable directement, puis cette variable-là va être utilisée dans notre autre sous-programme. Ici, il faut faire attention aussi, le nom de la variable n'a pas d'incidence. Donc si ici, j'avais appelé ça Z à la place, ben j'envoie ici X. Pendant ce sous-programme-là, ça va prendre le nom de Z, mais c'est quand même X que j'ai envoyé, fait que la modification que je fais, ça ne change rien. Ça reste pareil quand même. Donc, le passage par référence me permet, à la place d'envoyer une valeur habituelle, envoie une référence à la variable qui va permettre de garder toutes les modifications que je fais à cette variable-là. Le but du passage par référence, ça va être quand je vais avoir besoin d'avoir un sous-programme qui va avoir plusieurs informations à retourner. Donc, par défaut, quand j'ai des fonctions, ça retourne une valeur. Mais si j'ai besoin de retourner deux valeurs, ben, je vais pouvoir utiliser le passage par référence pour être capable de dire je te donne deux variables, remplis-les,
Puis en sortant du sous-programme, je vais pouvoir voir c'est quoi les réponses que j'avais besoin. Donc, on a ces principes-là de disponibles. Alright. Fait que après ça, on a des éléments de validation puis de test, mais en fait, c'est des choses qu'on va revoir durant le travail pratique. Fait qu'on peut tout de suite aller regarder l'énoncé du premier travail pratique, voir qu'est-ce qui se passe avec ça, voir comment est-ce qu'on va travailler avec ça comme devoir. Fait qu'on va aller ici sur le site, puis on va aller voir qu'est-ce qui est disponible par rapport à ça. OK. Donc, si on va voir dans l'onglet Travail pratique, j'ai rajouté ici, il y a une des autres chargées de cours qui a fait un petit vidéo de qu'est-ce que c'est supposé donner comme utilisation finale. Donc, vous pouvez regarder la vidéo, ça vous démontre qu'est-ce que c'est supposé donner à la fin complète du travail d'ici 3 semaines. OK? Donc, pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? C'est l'énoncé du travail pratique, puis le classeur de départ. Donc, on vous donne un classeur de départ dans lequel vous allez construire le projet. À l'intérieur de ce classeur de départ-là, vous avez un paquet de modules qui sont déjà préfaits, qui sont déjà codés pour vous. Puis, vous, votre but, c'est d'implémenter d'autres fonctionnalités à part celles qui ont déjà été faites. Pour être capable de gérer ces nouvelles fonctionnalités-là, vous avez l'énoncé du travail pratique. Donc, c'est ça que vous allez avoir. Ça, c'est votre cahier de charge. C'est ça qui vous dit exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour compléter le travail pratique. Donc, au début, on a un petit abrégé de qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, on a un électrocardiogramme qui était très fiable, mais qu'avec le temps, on a comme perdu de la fiabilité. On a juste certaines valeurs. Puis, notre but, c'est d'être capable de traiter ce signal-là pour être capable de remonter la fiabilité de notre électrocardiogramme. Pour être capable de faire ça, on a 4 modules pour ce travail-là. Il y en a 2 qui sont déjà faits. Donc, on a le module écran qui va permettre de travailler avec le tableau de l'électrocardiogramme. Donc, ce module-là est déjà fait. Les sous-programmes, fonctions et procédures sont déjà codés. C'est à vous d'aller voir dans le code, c'est quoi les différentes fonctions qui existent, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc, vous allez voir que des fois, ça vous demande d'aller voir tel module, puis là, c'est à vous d'aller voir qu'est-ce qui est possible avec ça. On a le module signal aussi qui est déjà complété. Donc, ça ici, ça va nous permettre de simuler un électrocardiogramme, d'aller chercher différentes valeurs dans un temps prédéterminé. Fait que nous, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ça va être le module de traitement. Donc, c'est elle qui va traiter le signal qui vient pour voir, OK, ben j'ai un point ici, fait que là, ici, j'ai un autre point là, je devrais faire une ligne entre les deux pour faire en sorte que ça fonctionne. Puis, on va avoir un module menu qui va être la gestion du menu pour décider comment je vais utiliser mon application. Donc, ce que vous voulez faire, c'est premièrement aller regarder les modules écran puis le module signal pour aller voir qu'est-ce qu'il y a de fait. Donc, encore une fois, ces éléments-là, ils sont disponibles dans le code de départ qu'on vous donne. Donc, vous voulez télécharger cette affaire-là, c'est là-dedans que vous allez travailler tout le long du TP1. Ensuite, une fois que vous avez pris conscience de ces modules-là, vous allez travailler sur... ici, on vous donne une petite description de justement les modules fournis. Donc, on te dit, ce module, il est déjà offert, il ne faut pas le modifier. Okay? Donc, il est déjà complet, il est déjà fonctionnel. Tu n'as pas besoin de toucher à rien dans le module signal ni dans le module écran. On te dit aussi c'est quoi les différents sous-programmes que tu vas pouvoir, toi, utiliser pour t'aider à construire d'autres fonctionnalités. Donc, on a ici obtenir une mesure, on peut réinitialiser les lectures pour recommencer les lectures. Puis, pour le module écran, là, il y a un paquet de sous-programmes.
c'est à vous de vous familiariser avec. Vous pouvez les essayer. Au pire, si vous cassez tout, faites juste télécharger le classeur de départ. Donc, ça permet de travailler dans le graphique pour être capable de mettre des points, rajouter des lignes, mettre des courbes, effacer le graphique, et ainsi de suite. Fait que là, qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc ici, on vous donne un ordre de développement suggéré. Donc, vous devez suivre cet ordre-là parce que on vous fait construire l'application pièce par pièce. Puis, quand tu construis une maison, ben, tu ne peux pas vraiment commencer par les fenêtres avant que tu aies une fondation, avant que tu aies des murs, avant que tu aies un petit peu le minimum de fait. Donc, il faut suivre l'ordre de développement suggéré. Donc, en gros, c'est divisé en 3 phases différentes où vous allez construire l'application étape par étape. Donc, pour chacune des phases, on vous donne les différents sous-programmes, puis qu'est-ce qu'il faut faire pour les compléter. Donc, on te dit, dans le module simulation, on a le sous-programme arrête ECG, puis ce sous-programme-là a aucune entrée, aucune sortie. Fait que là, c'est à toi de décider est-ce que c'est une procédure, est-ce que c'est une fonction, c'est quoi les paramètres d'entrée. Puis après ça, on a les requis. Donc, les requis, c'est quoi les actions que votre sous-programme doit prendre. Donc ici, on dit que les données du graphe doivent être effacées, puis on dit voir le module écran. Fait que là, je dis, OK, ben, je veux effacer les données du graphe. Fait qu'il faut que j'aille voir dans le module écran, si je reviens un petit peu en haut, je regarde mon module écran, puis là je regarde qu'est-ce qui me permet d'effacer les données du graphique. Oh, il y a des choses qui ont les mots-clés effacés, peut-être que ça serait intéressant d'aller voir comment ça marche, c'est peut-être ça que je vais aller utiliser. Donc, pour chacun des requis, on vous demande de compléter le requis pour le sous-programme. Puis une fois que c'est complété, on vous donne un exemple de qu'est-ce que c'est supposé donner. Donc ici, dans votre programme principal, quand vous l'ouvrez, attends, je vais vous ouvrir ça ici. Donc on a ici le code de départ par défaut. Donc une fois que tu as complété le arrête ECG, quand tu vas cliquer sur le bouton, tu devrais avoir un bloc noir à la place de qu'est-ce que nous, on a comme graphique déjà présent. Donc, c'est le même principe pour chacun des sous-programmes. Ouf, mon ordi a de la misère. J'ai trop de tables de Firefox d'ouvert, je pense. 370, c'était le nombre de trop. Donc, avec ça, on a ça ici. OK. On est-tu capable de descendre dans mon PDF? T'es capable. On a installé une grosse Allez. Non? 10 000 BTU. On n'est plus capable? C'est une grosse Pas grave. affaire. Je l'ai autrement. Ah ouais, on est pas mieux là. Tu sais que j'ai des manches là, je suis en pantalon, j'ai des manches là. OK, c'est pas grave, je l'ai autrement. Tout va bien. Pur hasard, puis on a bien fait. Fait que on continue avec ça. Donc pour chacun, vous avez toujours le nom du sous-programme, dans quel module ça se passe. Il y en a juste un qui a une fenêtre. On a les différentes entrées, les différents requis, puis qu'est-ce que ça fait quand tu cliques sur le bouton. Souvent aussi, qu'est-ce qui va se passer, c'est on va vous dire quand on a complété, quand tu cliques sur le bouton, on s'attend à avoir, mettons, une boîte de dialogue, un input box qui ressemble à ça. Ou sinon, parfois, on te donne une série de input box. Quand tu cliques sur tel bouton, qu'est-ce que c'est supposé donner, qu'est-ce que c'est supposé de faire. Donc, pour chacun de ces sous-programmes-là, vous devez compléter les requis, tester la fonctionnalité, puis une fois que vous avez complété le sous-programme, vous pouvez passer au prochain. Pour vous aider, okay, parce que vous êtes en équipe, les différentes phases sont présentées ici, qui est les dépendances des sous-programmes. Donc, les dépendances, fait qu'ici, il y a une question de Kirby Levy,
qui demande quand c'est marqué aucune entrée, aucune sortie, qu'est-ce que ça implique ça? Ben ça ici, c'est les paramètres d'entrée. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses? Donc, s'il n'y en a aucune, c'est juste que tu vas avoir des parenthèses ouvrantes fermantes. Puis, la sortie, c'est est-ce que ça a un retour? Donc, ça l'indique est-ce que tu es en train de faire une procédure ou une fonction. Fait que pour vous aider, quand vous êtes en train de compléter votre élément, vous avez ici le diagramme des dépendances des sous-programmes. Donc, quand vous allez créer ça, vous pouvez regarder, puis si tu regardes, mettons, le arrête ECG, dans le arrête ECG, je m'attends à ce qu'on utilise effacer élément graphique, puis qu'on utilise effacer toute donnée. Si je veux faire démarrer ECG, ben, je m'attends à ce que ça l'utilise effacer toute donnée, puis afficher élément graphique. Donc, pour afficher menu ECG, je m'attends à utiliser saisir nombre. Donc, il faut avoir fait saisir nombre avant de pouvoir faire afficher menu ECG. Donc, il y en a là-dedans qui sont des fonctions qui vous sont déjà données, des procédures qui sont déjà données. Puis, il y en a certaines que c'est vous qui allez faire. Fait que pour chacune des phases, on vous donne le diagramme pour pouvoir vous départager les tâches. Fait que vous pouvez voir que quelqu'un peut commencer avec arrêter ECG, l'autre démarrer ECG, puis un troisième saisir nombre. Puis vous allez pouvoir commencer à compléter ça parce que ceux-là demandent des sous-programmes qui sont déjà faits, puis celui-là demande aucun autre sous-programme autour. Donc avec ça, vous pouvez vous départager la tâche que vous avez à faire. Fait que pour aujourd'hui, je veux prendre le temps pour former les équipes, puis que vous commenciez à regarder le premier travail pratique. Donc, pour les équipes, si on retourne sur notre ami le site web, vous avez une activité de choix de groupe. Donc, dans l'activité de choix de groupe, vous avez différents groupes disponibles. Donc, quand vous avez formé une équipe, vous vous dites entre vous autres, vous regardez ici, OK, le groupe 6, il n'y a pas personne qui a pris. Toi, moi, puis l'autre personne, on sélectionne le groupe 6. Puis à partir de là, vous allez pouvoir faire une remise commune du devoir. Donc, on va parler de la remise en temps et lieu. Pour l'instant, on peut mettre ça de côté. Fait qu'aujourd'hui, je veux que le monde forme les équipes, puis commence à pouvoir travailler sur le travail pratique. Si utilisez le chat principal, comme ça, vous allez pouvoir trouver du monde, lancez-vous des courriels, parlez-vous de manière individuelle. Donc, pour aujourd'hui, le but, c'est former vos équipes, commencer à regarder le premier travail pratique. N'oubliez pas que vous avez quand même une nouvelle série d'exercices. Elle est plus petite cette semaine, là. Donc, une nouvelle série d'exercices sur la matière d'aujourd'hui quand même. Ça a été facile pour moi aujourd'hui. C'était pas trop difficile, pas trop essoufflant. Juste assez.